Alors bonsoir, je suis Mehmet Hassan, je suis actuellement au DOJ en tant que procureur. J'ai eu un passif d'avocat, bon, beaucoup plus loin de l'intérim, bref, je suis une personne qui vient d'en bas. J'ai grandi à Osman Ouchagui en Turquie, j'ai immigré aux États-Unis, j'ai obtenu ma carte verte puis aussi ma nationalité. Et quand je suis arrivé en ville, j'ai pu passer le barreau et exercer en tant qu'avocat au DOJ. J'ai protégé beaucoup de personnes, que cela soit des personnes où le SAST leur a privé de leurs droits, ou des personnes qui avaient, pardon, des litiges avec des entreprises. J'ai fait un peu de tout. Est-ce que votre poste au sein du DOJ a pu altérer votre jugement lors de votre campagne? Il ne peut pas. Il ne peut pas, et je vais l'expliquer pourquoi. Quand nous proposons une candidature, c'est pour effectuer des choses, en tout cas pour certains politiques, des promesses. Moi, c'est des choses que je vais faire. Je m'engage à le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui parle dans le vide. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas demander à mes clients, mais je ne suis pas une personne qui parle dans le vide. Ça veut dire que c'est des choses que je souhaite absolument faire. Des choses doivent être changées et elles le seront. À ce niveau-là, non, ça ne posera aucun souci vis-à-vis de cela. J'ai vu le terrain, j'ai vu comment ça se passait. J'ai été aussi agent des forces de l'ordre dans une autre ville. Ça veut dire que je connais absolument tout ce qui se passe quand on est un agent de terrain. J'ai les deux visions. La personne qui rédige le papier et la personne qui reçoit le papier. Avez-vous été sur le terrain avec le SAST avant de proposer des réformes dans votre programme? Alors, je l'ai vu directement dans les cellules. Le problème vient très clairement de la mise en cellule. Des personnes se retrouvent pendant 2, 3 heures alors qu'il suffirait simplement de les laisser sous bracelet. Le problème, c'est que les rapports mettent tellement de temps à arriver. Nous avons des personnes qui sont sous bracelet, des personnes potentiellement dangereuses dans certains cas, mais des personnes sont toujours dans l'attente de jugement. En tant que procureur, j'ai pu faire quand même beaucoup de papiers pour que des jugements soient faits. Mais le souci, c'est que ça met tellement de temps qu'il y a des procureurs qui ont démissionné, vous le savez très bien, des juges aussi. Le souci étant que la paperasse met beaucoup trop de temps. Quand ça met beaucoup trop de temps, je veux que ça se fluidifie. C'est l'une des particularités de mon programme, c'est directement d'aller voir à la source. J'ai été à la source. Dans les deux cas, je vois le problème, je le pointe du doigt, et dans tous les cas, on va essayer de le réformer. On va tout faire pour le faire. Comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais le gouvernement que je souhaite mettre en place, c'est un gouvernement d'action. Pas un gouvernement avec des gens en costume qui attendent passivement que les rentes rentrent directement sur leur compte. C'est pas ce qui m'intéresse. Comment allez-vous mettre en place vos objectifs pour le SAST? Les objectifs au sein du SAST viennent clairement côté pénal. Je tiens justement à essayer de faire une réunion avec les juges et les procureurs pour essayer de fluidifier ça du côté pardon, du DOJ et surtout de fluidifier ça du côté du SAST. Des choses ont été faites. J'ai essayé enfin, avant, il y avait Sullivan qui a essayé de faire des choses. J'ai continué comment on appelle ça, dans ce mouvement. Je l'ai fait à ma manière et il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Les rapports sont un peu mieux. Le souci, c'est que ce n'est toujours pas fluidifié. Ce n'est toujours pas fluidifié. Des plaintes ne sont toujours pas prises en compte. Et c'est l'une des choses les plus importantes dans notre pays. Vous le savez très bien, on n'habite pas dans un pays sans institutions. On est dans un pays avec des institutions qui doivent être fortes. Le problème, c'est qu'actuellement, on a une institution qui est faible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, certains droits ne sont pas respectés de la part du SAST et ça se met directement sur les citoyens. Les citoyens doivent jouer leurs droits. J'ai vu beaucoup, beaucoup de soucis au niveau des vices de procédure, donc je souhaite directement faire un audit sur le SAST pour voir si les choses sont bien faites. Et je le sais, je le vois, que les choses sont mal faites. Comment allez-vous aider les EMS avec des moyens financiers ou non? Pour moi, je vous le dis clairement, les EMS ont un manque de moyens humains. Il y a trop peu de personnes, beaucoup de personnes s'en plaignent, et ça, d'ailleurs, je le déplore. C'est un gros souci que les EMS ont. Ils ont, entre guillemets, une image de personne qui va vite faire des soins et repart. Je ne suis pas d'accord. Les EMS sont des professionnels de santé. Pour moi, une réforme que je voudrais faire, c'est au niveau du SAFL qui va toucher directement les EMS. Pour moi, le SAFL sont des pompiers et pour moi, ils doivent être formés par les EMS pendant un mois. Je souhaiterais que le recrutement du SAFL soit fermé, c'est un service public, que le SAFL soit fermé et que le SAFL puisse, entre guillemets, piocher sur des personnes qui le veulent directement chez les EMS. Ça donne plus de moyens humains pour les EMS et que le SAFL puisse recruter directement des personnes qui sont qualifiées chez les EMS pour éviter tout type de soucis.
Avec votre association, ne comptez-vous pas rendre un citoyen précaire en un citoyen parfait selon vos idéologies? En citoyen parfait, non. Les personnes parfaites n'existent pas. On a chacun des défauts. Certaines personnes n'ont pas de diplôme, essaient de travailler, comme je l'ai fait. Quand je suis arrivé sur le territoire américain, je n'avais rien. Entre guillemets, je voulais faire l'American Dream. Sauf que j'ai réussi à le faire avec des personnes qui m'ont aidé. Je pense très clairement que l'aide à des personnes qui sont actuellement dans le besoin, qui n'ont pas forcément de ressources ni de diplôme, peut se faire. Il y a des personnes qui font des crimes et qui sont irrécupérables, je vous le dis. Mais des personnes qui se retrouvent dans le besoin, qui ont absolument besoin d'aide, des associations peuvent commencer à faire le premier pas. Au niveau des associations, il y en a qui dorment. S'il faut fermer des associations qui dorment, il n'y a pas de souci. Il peut en créer d'autres qui seront beaucoup plus actives. Vous aviez envoyé un premier extrait de votre programme. Cependant, après une validation de la CEI, votre programme a changé. Dans ce dernier, vous évoquez obligation de participer à des missions communautaires, nettoyage des rues, entretien des espaces publics, formation professionnelle. Obligation de porter un bonnet pour stipuler à tout le monde qu'on ne sert bel et bien à rien parce que rester assis à regarder le plafond n'a jamais développé l'économie. N'est-ce pas un projet en contradiction avec votre association et surtout une discrimination sociale? Alors, comme vous venez de dire, justement, c'est un projet qui a été envoyé au Weasel News, sauf que le projet officiel est celui que le CEI a transmis, justement, et qui a été validé. Mais je vais répondre à votre question. Des personnes qui sont au chômage profitent des aides de l'État. Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont en précarité. Les gens qui sont en précarité actuellement, eux, ne touchent absolument rien. Ils ne touchent rien. C'est ces personnes que je vise. C'est les personnes qui ne font absolument rien qui touchent cet argent. C'est ça que je vous explique. Développer l'économie, c'est quelque chose qui peut aider les personnes, non seulement, comme je vous ai dit, à créer des labels, parce que cet argent ne va pas sortir de nulle part, pouvoir potentiellement aider certaines personnes. Et par rapport au bonnet, c'est simplement pour montrer à ces personnes qu'elles soient visibles, en fait. Que ces personnes qui profitent de ces aides soient visibles à tout le monde. Pourquoi donc avoir retiré ce projet de votre programme? Alors, nous avons calculé, c'est juste pas possible. Il y aura trop de bonnets à faire. Dans le premier extrait, vous évoquez une police anti-pédale. L'avez-vous retiré parce que ça pouvait être un sous-entendu homophobe d'après certains citoyens ou parce que c'était un projet infaisable? Alors non, ça, ce n'est pas infaisable. Je vous explique pourquoi. Les gens qui sont en vélo, je vous le dis, sont touchés aussi par la précarité. Pourquoi la précarité? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la précarité qui ne peuvent pas s'acheter de voiture. Et il y en a une deuxième, c'est que ces gens-là aimeraient potentiellement rouler en voiture électrique. Vous le savez très bien, le prix des voitures électriques est abusé. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que les gouvernements qui ont été précédemment élus n'ont absolument rien fait vis-à-vis de ça. C'est facile de vouloir une transition écologique. C'est très, très facile. Le problème, c'est que si on n'y met pas les moyens, ça ne peut pas se faire. À ce niveau-là, je souhaite aussi baisser le niveau des prix vis-à-vis des voitures électriques pour encourager cela. Au niveau des vélos électriques, enfin des vélos, vous le savez très bien, des gens s'amusent à faire des supérettes, partir en vélo, ce qui rend impossible l'intervention du SAST. Vous le savez très bien. Le grand souci, c'est que ces vélos, un, ne servent à rien. Deuxièmement, les vélos sont galés n'importe comment. Donc, ils sont mis à la fourrière. La fourrière, forcément, le prix, il est quand même excédent. Ça fait quand même un trou dans la caisse. Et troisièmement, comme vous l'avez dit, la police anti-pédale. Alors, si des gens le prennent de manière homophobe, ça n'a absolument rien à voir. Après, s'ils sont sensibles, c'est pas mon problème. La suite de l'interview vous sera diffusée via un article d'ici les prochaines heures, voire les prochains jours. Le Weasel News vous remercie de votre écoute. Bonne soirée.